Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour cette critique d'un film de Disney, Blanche-Neige et les 7 nains, un film de 1937 réalisé par David Hand. C'est le premier long métrage d'animation du studio Disney, réalisé d'après un conte célèbre de Jacob et Wilhelm Grimm paru en 1812. C'est un film qui a coûté 1,5 million de dollars et il en a rapporté 418. C'est ce qui s'appelle faire du profit. Là, je pense qu'on peut le dire, David Hand, il a mis la main sur quelque chose, là. C'est un film qui dure 1h23, et en gros, le synopsis du film, si on doit le résumer, c'est « Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants ». C'est Blanche-Neige qui s'enfuit dans la forêt sous la menace de la reine et qui rencontre 7 petits nains avec qui elle va se lier d'amitié. Et la reine, elle veut s'en débarrasser de Blanche-Neige, donc elle se déguise en sorcière. Et il y a plein de choses qui se passent, je vous dis pas vraiment quoi, mais bon, normalement tout le monde connaît Blanche-Neige. C'est un film très ancien et très réputé, qui fut à l'époque interdit aux moins de 16 ans en Angleterre, donc aux côtés de massacres à la tronçonneuse, des Saw et de films pornographiques, nous avons Blanche-Neige, absolument, oui, il avait été interdit en Angleterre aux moins de 16 ans, censuré pour des scènes assez spectaculaires, la scène avec la sorcière, la transformation de la sorcière et la forêt. Mais dans l'ensemble, au niveau des critiques, il y a eu un engouement général pour ce dessin animé qui a impressionné à son époque. Alors pour commencer, Blanche-Neige, ce n'est pas le premier long métrage d'animation de l'histoire de l'image animée. C'est le premier de Disney, mais ce n'est pas le premier. Il y en avait un autre avant qui s'appelle El Apostol, un film muet argentin de 60 minutes réalisé par Quirino Cristiani en 1917. Ce n'est pas le premier, mais ça a été le premier médiatisé. C'est une fable, un conte. Mais c'est également un film qui va poser la base de la quasi-totalité des Disney, des premiers temps. C'est un film qui est parcouru par 3 choses, essentiellement. Freud, donc les théories de Freud sur le désir, sur l'enfance, la Bible, il y a plein de références bibliques. Après, moi je n'ai pas lu la Bible, donc je ne serai pas à même de toutes les développer, de toutes les repérer. Et l'expressionnisme allemand, donc c'est un courant artistique et après cinématographique qui s'est déplacé, qui a immigré aux États-Unis et qui traverse le courant d'animation de Disney, de part en part, même encore aujourd'hui. Et tout cela va se retrouver dans ce film à travers une histoire, une envolée lyrique sans conflit. C'est un film très inoffensif. Quand je le vois, moi maintenant, c'est un film qui n'a aucun enjeu. Seule la reine stimule le récit de façon très très violente. Les moments où il y a la reine, c'est une espèce de pic d'intensité, un pic dramatique. Donc je disais que ce film s'est parcouru par Freud. Il y a des références sexuelles partout. Disney est parcouru par la sexualité, avec dans cette fameuse scène assez angoissante, les arbres très sexuels avec ses doigts qui veulent toucher Blanche-Neige. Il y a la scène du puits. Alors ça c'est énorme. La scène du puits, qu'est-ce que c'est qu'un puits? C'est un trou, un creux qui attend un pénis. Et ce qui est super intéressant, c'est justement, nous avons Blanche-Neige qui attend le prince charmant, c'est-à-dire d'être rempli. C'est complètement scabreux. D'être rempli, d'attendre son prince charmant. Et nous avons le prince charmant qui apparaît dans le reflet, dans l'eau qui est dans le puits, c'est-à-dire dans le trou. Donc nous avons la réunion des deux à travers ce puits d'eau. Et puis après nous avons justement pour altérer cette espèce de métaphore ultra sexuelle, une scène du balcon très romantique, très romanesque, avec voilà le Roméo et la Juliette, avec un prince voilà qui est un simple concept. Voilà le concept de prince dans sa plus simple apparence, le concept vraiment pas très travaillé. C'est lui qui vient la voir. Je trouve d'ailleurs que cette scène elle est ultra touchante. Avec son chant, je peux pas vous mettre le chant parce qu'il est sous copyright, mais franchement si je le pouvais je le mettrais parce que il est formidable, c'est le mec qui veut l'amour pur et c'est tellement délicieux d'entendre ça. Et même encore maintenant on est dans des espèces de trucs complètement des jeux sexuels et des trucs de drague et tout ça, alors qu'avant mais c'était
tellement romanesque la façon dont on voyait l'amour, c'était formidable. C'est bien sûr une référence aux Silly Symphonies, auto-référencement, puisque c'est un élément récurrent chez Disney. Disney se cite lui-même. Et puis nous avons des animaux qu'on retrouvera dans Bambi également. Nous avons des techniques, la caméra multiplane qui était une technique qu'on avait déjà vue dans un petit court-métrage qui s'appelle Le Vieux Moulin, sorti la même année je crois bien. Une technique d'animation voilà, qu'ils ont réutilisée pour les longs métrages. Et bien entendu, Disney, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est la fascination pour les méchants. Qu'est-ce que c'est que la première scène du film? Eh bien c'est une scène où on montre la méchante, la reine sorcière. De Disney, on attend les méchants dans Disney, c'est la méchante qui fait avancer le récit dans ce film. Les méchants, ils sont toujours très savoureux chez Disney, bien sûr là c'est la première méchante, une femme forte, on n'y échappe pas, vraiment la méchante elle est formidable dans le film. Je ne peux pas critiquer l'animation, parce que pour l'époque c'était le top, c'est superbement bien coloré. Bien sûr maintenant c'est un petit peu vieilli, mais à l'époque ça avait vraiment la classe. Et quand je parle de références bibliques, eh bien nous avons le fruit défendu. À ce moment on en sait plus que les héros, les nains. On a un montage alterné qui crée un suspense, avec par moments des trucs complètement fous, avec la reine qui arrête pas de crier « L'enterrée vivante !» Une espèce de vieille folle, voilà, qui s'est transformée en sorcière. Et tout ça, c'est alterné avec des scènes très très inoffensives où ils dansent, où il y a un moment Blanche-Neige qui leur dit au revoir quand ils vont au boulot, les nains. Voilà, donc Blanche-Neige, on est très 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 loin de la beauté actuelle, mais elle a du charme et gagne très facilement notre sympathie. Sous ses traits de femme, ou je dirais même de jeune femme, c'est pas encore vraiment une femme, eh bien, on a un ange, comme dit Grincheux dans le film. Malheureusement, c'est un ange qui véhicule plein de clichés. Son balai est son meilleur ami, ainsi que la vaisselle et la cuisine. Elle fait le ménage. Ce sont presque les seules choses qu'elle sait faire, ou en tout cas qu'on nous montre dans le film, et c'est ce qui intéresse les hommes. Elle est complètement naïve et ne peut supposer que quelqu'un est mauvais. Et c'est la parfaite wasp blanche qui attend son prince charmant. Non mais c'est vraiment incroyable Blanche-Neige, hein, parce que elle fait la lessive et la vaisselle et elle lave le mât. Elle lave les dalles, l'escalier dans le château. Alors on peut peut-être penser que quand elle va chez les nains, bah, c'est terminé tout ça. Mais non, mais elle recommence. Parce qu'elle est tellement ancrée dans cette conception. Parce que à l'époque c'était, j'ai envie de dire, à l'époque c'était ça. Non, mais à l'époque on n'avait pas les fémènes à l'époque. Ça n'existait pas. Donc nous avons vraiment une conception standardisée, assez régressive de la femme quand on y fait un peu attention. Et elle ne peut pas résister à la beauté du prince charmant, elle tombe follement amoureuse. C'est complètement superficiel parce qu'elle ne le connaît pas. Mais c'est une jeune fille belle et très très généreuse, et, au cœur pur, qui a un rêve, le rêve américain bien entendu, qui exprime ses sentiments par le chant, qui se lie d'amitié avec les animaux, souvent de petite taille. C'est vraiment un personnage très très optimiste, ainsi que les nains. Les nains sont dans l'ensemble très optimistes, ce sont les, on va dire, les comiques du dessin animé. Même tous les dessins animés un petit peu comiques maintenant, mais ils ont cette fonction de représenter un sentiment pour les enfants, bien sûr. Les enfants doivent facilement être dans le film, et donc un personnage véhicule une émotion chez les nains. Donc comme ça, c'est très facile pour les enfants de s'identifier et de savoir qui est qui. Mais après, maintenant que je le vois avec un regard d'adulte, il y a des trucs qui sont complètement chiants. La scène où il faut se laver les mains, ça on voit que c'est pour les petits, parce que quand on est grand, on attend que la scène passe, et elle est longue. La scène de la danse, ça m'a jamais intéressé. La scène où elle dit au revoir aux nains, ça aussi ça m'a jamais intéressé. Il y a dans ce film une capacité à sursignifier les choses. Bien sûr, on est en 1937, donc c'est les premières fois qu'on voit des dessins animés long métrage, donc on répète, on renforce davantage la caractérisation des personnages, les actions, et bien sûr parce que c'est pour les enfants. Alors au niveau de la mise en scène, je parlais d'expressionnisme, et bien c'est tout à fait ça. Nous avons un univers mental, la psychologie des décors, c'est-à-dire des décors qui vont un peu
en fonction de la psychologie du personnage. Blanche-Neige est angoissée, on a un décor angoissé. Quand elle va mieux, et bien tout d'un coup le décor est plus resplendissant et plus lumineux. Nous avons la maison des nains, qui ressemble très étrangement à la maison du scientifique dans Metropolis. Le film est parcouru par l'expressionnisme, comme tous les Disney qui se respectent, avec cette idée de miroir, l'ombre portée sur les murs, voilà, des exemples comme ça. Mais donc, on a une gosse de 13 ans qui se fait exploiter, un pédophile de 25 ans qui veut se faire Blanche-Neige, et une cougar de 40 ans qui veut se faire le prince. Parce que pourquoi la reine veut tuer Blanche-Neige? C'est parce qu'elle veut rester belle pour se faire le prince qui passe par là. Donc la gosse de 13 ans fuit la cougar de 40 ans, elle va chez des juifs, parce qu'on disait souvent que ce film représentait les juifs, avec ces nains. Voilà, ces juifs qui travaillent dans les mines pour s'enrichir, sans but apparent. C'est la valorisation du travail, c'est un côté capitaliste. Les nains, ce sont des capitalistes. Et ça, j'ai trouvé, c'était super amusant. C'est le film d'animation préféré de Hitler. C'est un conte allemand, et avec une sorcière et la représentation du juif. Donc voilà ce qu'est Blanche-Neige. Alors au niveau du doublage, on a eu, je crois, 3 doublages. Un doublage de sortie, un doublage en 1962, qui est le doublage que vous avez eu dans la VHS, et vous avez eu un doublage en 2001, qui est beaucoup moins bien. Je vous conseille absolument de garder votre VHS, ou de faire une digitalisation de cette VHS, parce que le son qui en est issu est très bon. Les doublages sont bons, le chant est bien, alors que celle de 2001, mais je l'ai écouté, c'était une torture. C'était de la merde. Disney redouble la quasi-totalité de ses films. Et c'est une torture pour ceux qui, comme moi, ont vécu avec les VHS des années 90 et qui n'ont pas connu cette nouvelle saison de redoublage de films. Parce que bien sûr, ils feront des redoublages par rapport à des reconfigurations de son et tout ça. Mais vraiment, je vous conseille celle de 1962. Très bon doublage, très bon chant, très bonnes intonations de voix. Et on ne va pas trop dans le ridicule, c'est très bien fait. Donc vraiment, doublage 1962. Hein. Alors pour conclure, au final, ce film en entier tente de maintenir une ambiance d'éternité. Maintenant encore, on s'en souvient, ce qui est essentiel quand on parle des contes de fées. C'est un conte initiatique féminin. Cependant, ce conte, moi je l'ai pas vu tant que ça quand j'étais petit, c'est-à-dire qu'il m'avait pas intéressé. Il m'apporte pas beaucoup de choses. Je veux dire, par rapport à l'intérêt et aux choses que j'en ai retirées du film, ce n'est pas un film qui m'a chamboulé, ce n'est pas un film que j'ai vu tellement de fois. Et il y a un côté très inoffensif qui maintenant me donne encore moins envie de le revoir. Et donc c'est pour ça que même si donner une note à un film pareil, je devrais lui noter 20 sur 20, mais par rapport à ce que j'en ai retiré, c'est très moindre. Par rapport à d'autres Disney que nous verrons par la suite, je lui mettrai un 13 sur 20. Honnêtement, par rapport à mon ressenti, bien sûr d'aujourd'hui, par rapport à ce dessin animé, je lui mettrai pas plus, même si je sais et absolument, et vous serez d'accord de me le ressouligner en commentaire, que c'est un film vraiment incroyable, avec une animation époustouflante qui a influencé, mais là, c'est trop vieux. Si j'avais gardé totalement mon âme d'enfant, je pense que je lui aurais mis mieux, mais il y a des trucs, mais la chanson de quand il se lave les mains, mais ça je peux pas. Il faut un espèce de... C'était vraiment minable. Là, maintenant, adulte, moi, je peux plus. Donc, ouais, un bon 13 sur 20, mais faites plus attention à ce que j'ai dit dans la critique, que là, ne vous braquez pas sur cette note, c'est complètement inutile. Voilà, si vous avez envie de parler de ce film, si vous avez eu plus de sensations, que vous l'avez vu peut-être plus tôt ou plus tard, ça m'intéresserait de parler avec vous, ce que vous en avez ressorti, ce que vous pensez de ce film, si vous trouvez que justement c'est un film un peu nazi, avec des juifs et trucs et tout ça, mais si vous voyez des trucs sexuels, des relations avec la Bible, moi ça m'intéresserait de parler un peu de ça avec vous. Quant à moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour de nouvelles critiques de Disney et pour de nouvelles analyses. Allez, salut!